Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée à l'Université de la Terre. Je m'appelle Juliette Keff, je suis la directrice de VER, qui est un média en ligne sur l'écologie. Avant qu'on ne commence, et parce que vous êtes dans des fauteuils très confortables, voire trop confortables, j'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu, voilà, pour s'animer un petit peu et bouger un petit peu. Le jeu est très simple, vous allez voir, ça s'appelle « Qui a déjà ?» Je vous pose une question. Si vous avez envie de répondre « moi » ou « oui », vous vous levez. Voilà, très simple. Si vous avez envie de répondre « non » ou « ça ne me concerne pas », vous restez assis. Par exemple, si je vous dis « qui a déjà participé à une autre conférence aujourd'hui à l'Université de la Terre ?» Waouh! Quel succès l'Université de la Terre aujourd'hui, c'est incroyable. C'est parti. Alors, qui a déjà déambulé en forêt et ressenti un immense bien-être? Oui, vous allez faire de l'exercice. Hein. Ouais. Les intervenants peuvent participer, tout à fait. Qui a déjà ressenti de la tristesse face à la disparition d'une forêt ou à la pollution d'une rivière? Oui, ça arrive aussi. Qui s'est déjà interrogé sur ce qu'aurait souhaité un arbre qui a été abattu pour construire une autoroute, par exemple dans le sud de la France? Toute ressemblance avec une situation, bref. Qui a déjà pensé qu'il serait important que la nature ait des droits? Magnifique, vous êtes à la bonne conférence. Et qui pense qu'elle en a déjà en France, des droits? Ok, pas mal, pas mal. Réponse dans un instant. Et enfin, qui sait que nous avons une police de l'environnement en France aussi? Waouh, vous êtes super fort. C'est pour la police de l'environnement ou pour le jeu? On ne sait pas. Bon, alors maintenant, je vous propose d'imaginer un monde où les fleuves, les forêts et les montagnes peuvent revendiquer leurs droits. Un monde où les rivières ne sont pas seulement des ressources à exploiter, mais des entités vivantes, dignes de protection. Un monde où la nature, loin d'être une simple toile de fond de nos existences, serait une actrice à part entière de notre avenir commun. Dans les pays occidentaux, nous avons longtemps conçu la liberté et les droits comme un privilège humain, ancré dans une tradition philosophique qui place l'homme au sommet de la hiérarchie du vivant. Bah oui, parce que quand même, on le sait bien, l'homme c'est le plus sage des animaux, c'est le plus intelligent, c'est le seul qui rit, c'est le seul qui pense, c'est le seul qui ressent des émotions, voire de la douleur. Bref, au cours de l'histoire, on a beaucoup essayé de défendre de façon rationnelle la supériorité de l'humain. Mais depuis des observations d'éminents scientifiques comme Jane Goodall, celles d'anthropologues aussi qui nous ont rapporté d'autres conceptions, d'autres représentations du monde qui nous viennent d'ailleurs, les arguments s'évaporent un à un. Aujourd'hui, alors que les écosystèmes s'effondrent à une vitesse vertigineuse et que l'urgence climatique risque de rendre notre planète en partie inhabitable, il est grand temps de repenser notre place dans le monde et de reconnaître que la nature, tout comme l'humain, a des droits qui méritent d'être défendus. Comme l'a si justement dit Aldo Leopold, voilà, c'est un écologiste, un philosophe de la nature, il n'y a pas de paix sans justice, ni de justice sans écologie. Voilà, sauf que notre vision actuelle de la justice et du droit de l'environnement est sans doute peut-être un peu restrictive et qu'elle mérite peut-être aussi d'inclure un peu plus la nature. Donc, bienvenue à cette conférence Protéger, réparer, la nature a ses droits, qui est organisée aujourd'hui à l'Université de la Terre. Et vous le savez, puisque vous êtes là, l'Université de la Terre, ce sont 2 jours de rencontres pendant lesquels nous avons la chance d'échanger beaucoup d'idées audacieuses, d'imaginer de nouvelles voies et de construire ensemble un futur plus juste et plus apaisé. Eh bien, bienvenue! Alors aujourd'hui, je suis donc en présence de 5 invités qui sont formidables. Mathilde Borlorence, qui est responsable de la division Climat et Nature de l'Agence française de développement. Mathilde, si vous pouvez lever la main, comme ça les gens vous voient. Parfait. Marine Calmet, qui est juriste, cofondatrice et présidente de l'association Wild Legal, qui œuvre à la reconnaissance des droits de la nature. Bienvenue.
Antonio de Sousa Abreu, qui est directeur de la division des sciences écologiques et de la Terre à l'UNESCO. Et donc, on est chez lui. Charles Fourmeau, directeur de la police et du permis de chasser de l'Office français de la biodiversité. Et enfin, Léo Magnin, sociologue chargé de recherche au CNRS et spécialiste de la police de l'environnement. On va commencer tout de suite, je vais m'installer avec eux, je ne vais pas rester comme ça. On va commencer tout de suite avec une question pour bien faire le point sur ce que sont les droits de la nature aujourd'hui. Et donc je me tourne bien sûr vers la juriste Marine Calmet. Marine, quelle est la différence entre les droits de la nature et les droits de l'environnement? Je rebondis. Vous m'entendez bien? C'est bon? Très près du micro? Impeccable. Je rebondis puisque tu nous as cité Aldo Leopold. Aldo Leopold depuis les États-Unis. Il a écrit donc dans le Comté des Sables, l'almanach du Comté des Sables, justement, nous maltraitons la terre parce que nous la regardons comme notre propriété. Et le jour où nous la verrons comme une communauté à laquelle nous appartenons, peut-être commencerons-nous à en user avec amour et respect. Le fait que la Terre est une communauté est le concept élémentaire de l'écologie, mais le fait qu'il faut l'aimer et la respecter est un prolongement de l'éthique. Et en fait, c'est notamment d'un point de vue éthique que j'adresse la question des droits de la nature, parce que, et tu l'as très bien introduit, aujourd'hui, dans notre droit, dans notre code civil, la nature n'est que ressources, biens, marchandises, parfois même services écosystémiques. C'est pour nous tout ça en fait. Mais la nature, qu'est-ce que c'est finalement et quelle est notre place à l'intérieur de la nature? C'est un sujet de société qui est d'autant plus important aujourd'hui qu'on se trouve vraiment à la croisée des mondes et à ce moment important de transition, puisqu'on appelle tous de nos voeux la transition écologique, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette expression un peu vague que finalement se reconnecter à la nature, refaire corps social avec les autres qu'humains et justement reconnaître qu'eux aussi ont un droit d'existence, ont le droit au respect de leur intégrité, au respect de leur présence ici sur Terre, car c'est leur seule demeure, et à la santé comme nous tous. Sauf qu'en les écartant justement de notre sphère politique, en les ignorant, et même en banalisant la violence que nous exerçons sur eux au quotidien, eh bien, nous avons rendu notre planète bientôt impropre à la vie sur Terre. Et donc, la question juridique qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire œuvre justement de révolution juridique, puisqu'on parle vraiment d'une révolution. J'aime bien comparer ça avec la révolution copernicienne, parce que tout comme à l'époque de Galilée, et en regardant les planètes tourner dans le ciel, on s'est rendu compte que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Il s'agit de se rendre compte aujourd'hui que l'humain n'est pas l'alpha et l'oméga de la création et que notre vie dépend de l'existence de tous les autres. Et donc que reconnaître ce lien existentiel à la nature passe aussi par le consolider par un nouveau modèle juridique dans lequel la nature est composée de sujets titulaires eux aussi du droit d'exister et pour protéger tout simplement nos liens d'interdépendance et faire en sorte de construire ce fameux avenir futur désirable ensemble. Et donc pour ça, tu t'intéresses aux droits de la nature. Mais je reviens à ma question parce qu'on n'a pas eu la réponse. Ah bon. Quelle est la différence avec le droit de l'environnement? Est-ce qu'il y en a une? Je pense que oui. Ah oui, oui, je l'ai dit. Aujourd'hui, dans notre droit de l'environnement, la nature n'est que ressources. Ressources, biens, marchandises. Le droit de l'environnement, en fait, se limite, et heureusement, c'est déjà pas mal, à sanctionner les comportements qui sont considérés comme au-delà des lignes rouges, ce qu'il ne faut pas faire, polluer, faire des coupes rases dans certaines situations, etc. En fait, aujourd'hui, grâce au droit de l'environnement, on canalise quand même une part de la destruction du vivant qui est générée par nos activités. Et ça sera très bien évoqué par les autres intervenants. La différence avec les droits de la nature, c'est que ça réancre la question dans quel est le statut juridique des autres êtres qui peuplent cette planète avec nous. Et donc ça ne vient pas remplacer les droits de la nature, ça vient lui donner, les droits de l'environnement, pardon, ça vient replacer cette question dans un équilibre qui est comment on réorganise notre société en laissant de la place aux autres qu'humains et en partant d'un postulat tout à fait différent qui est la nature, ce ne sont pas des objets et des marchandises, mais la nature est composée de sujets.
Et donc, comment on recrée un modèle juridique à partir de ça? Dans mon introduction, je parlais d'une vision très occidentale, effectivement, du droit de l'environnement. Il y a d'autres pays où on n'a pas du tout la même conception de ce que sont les autres êtres vivants, les végétaux, les animaux, mais aussi d'autres entités. Est-ce qu'on a des modèles, justement, à l'étranger, des pays qui, eux, sont peut-être plus avancés sur la reconnaissance des droits de la nature, et si oui, lesquels? Oui, et je passerai vraiment très rapidement là-dessus parce que, en théorie, vous avez un excellent ouvrage que j'ai commis avec Farid Lamara, juste ici, de l'AFD, sur ce sujet-là, qui vous présentera une trentaine de cas où les droits de la nature ont été reconnus dans le monde, qui s'appelle très sobrement « Les droits de la nature ». Vous pouvez pas passer à côté du livre, voilà. Et il est distribué à l'entrée. Et donc, notamment, l'Équateur est un des pays pionniers qui a pris et qui a fait le choix par référendum, donc grâce à la voix du peuple, d'inscrire les droits fondamentaux à l'article 71 de sa Constitution. Cet article a permis de très nombreuses avancées juridiques, notamment l'interdiction de certains permis miniers dans des forêts tropicales humides. Récemment encore, la reconnaissance que les activités de pêche intensives ne sont pas compatibles avec les droits fondamentaux des écosystèmes marins et que donc l'État était en bon droit de raisonner la pêche pour permettre aux écosystèmes d'être en bonne santé, mais aussi aux humains qui dépendent de ces écosystèmes, de pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Dans d'autres pays du monde, en Bolivie, en Nouvelle-Zélande et même chez nos voisins espagnols, les droits de la nature avancent. L'Espagne est le pays pionnier vraiment en Europe, puisque c'est le premier pays à avoir reconnu les droits d'une lagune, la Mar Menor, et en 2022 déjà, pour justement faire face au problème catastrophique de la pollution agricole qui menait à des pollutions massives et à l'eutrophisation des écosystèmes. Et donc depuis, ils ont non seulement adopté une loi qui reconnaît que l'écosystème lagunaire n'est pas un objet de conservation, mais un sujet indissociablement biologique et culturel. Et cet écosystème, il a une personnalité juridique, il a des droits, et il a un conseil de gardiens en charge de le représenter, dans lequel siègent des scientifiques, des citoyens, des élus locaux, qui doivent prendre les meilleures décisions dans son intérêt. Et donc, ça, c'est un mouvement qui se propage un peu partout dans le monde. J'ai cité que quelques exemples, mais par exemple, chez nos voisins irlandais, ils travaillent déjà à inscrire les droits de la nature dans leur constitution. Et il y a quelques semaines, en Grande-Bretagne, les droits d'une rivière ont été inscrits dans une réglementation locale. Donc, en Europe, c'est en train de se produire, cette révolution juridique arrive, et avec Wild Legal, on accompagne une dizaine de territoires pionniers en France, sur la Seine par exemple. Il va y avoir au mois d'avril une convention citoyenne sur les droits de la Seine qui va s'ouvrir, portée par plusieurs villes du bassin versant. Merci beaucoup. Je me tourne vers Antonio de Sousa Abreu. Vous travaillez, on ne se voit pas énormément, on est tous en ligne comme ça. Vous travaillez donc à l'UNESCO dans cette maison dans laquelle nous sommes. Les Nations Unies reconnaissent le droit fondamental de tout être humain à un environnement propre, sain et durable. Est-ce que pour autant l'UNESCO reconnaît les droits de la nature? Donc par exemple une forêt ou une zone humide d'être préservée, mais pour elle-même, comme nous l'a bien expliqué Marine. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue chez vous. Vous êtes à l'UNESCO et l'UNESCO, c'est vous. Il faut que vous parliez peut-être un tout petit peu plus près du micro. Bonjour, bienvenue chez vous. L'UNESCO, c'est vous, ce n'est pas quelque chose de hors de la planète. Bien sûr, on travaille ici pour la paix. C'est pour ça que l'UNESCO a été créé il y a longtemps. Et c'est la paix entre les humains, mais maintenant, chaque fois plus, entre les humains et la nature. Nous sommes partis de la nature. La position qu'on occupe, c'est pas... La nature, c'est quelque chose qui, pour la plupart du monde, c'est un sujet diffus. C'est pour ça qu'on a des problèmes du point de vue juridique. C'est difficile de mesurer, d'établir les lignes rouges. Une chose, c'est d'accepter, d'assurer le droit, mais d'après l'application du droit, c'est une autre chose que je crois qu'on n'a pas le temps de discuter ici. Mais je crois qu'on doit voir les choses un peu comme la réalité d'aujourd'hui. Nous habitons dans une planète, un monde qui est tout à fait différent, car nous sommes beaucoup, car la planète est devenue très petite,
Il y a des choses qui se passent, qui sont toutes connectées, pas comme avant. Tout se passe dans une façon accélérée et complexe. Et nous n'avons pas un système de gestion, de perception, de conscience qui peut répondre à cette complexité. Le problème, ce n'est pas de voir dans un pays et de répliquer dans un autre pays, c'est de travailler, de transformer la façon de gérer, d'entendre, de travailler ensemble dans un monde qui est plus complexe que si on compare avec le passé. Alors ici, on travaille, on donne à la nature un point central, une position centrale. La nature, ce n'est pas un luxe, c'est un élément central du développement. La nature, on doit préserver, pas pour simplement la dimension éthique ou morale, ce n'est pas la dimension du droit par lui-même, mais c'est un élément central pour le développement. On ne peut penser sur le développement si on n'a pas une quantité, une qualité, un fonctionnement de la nature qui est nécessaire. Alors, quand on parle sur développement socio-économique, s'il n'y a pas de nature, il n'y a pas de développement socio-économique. Et comment est-ce qu'on fait? On a des programmes. Il y a un au moins qui a une condition légale, c'est une convention. Vous connaissez bien les sites du patrimoine mondial. Dans le cadre de la convention, ils sont protégés plus ou moins du point de vue strict. Ça, c'est une petite contribution, mais ce n'est pas suffisant. Et ça ne change rien. Pas les choses comme on a besoin. Alors, on a d'autres programmes, comme le programme MAB ou le programme de Géoparc. Alors, on travaille sur les territoires avec des gens et avec la nature. Et on essaie de faire devenir ces territoires comme des labos vivants dont les gens s'engagent à comprendre, à connaître et à mieux gérer la biodiversité, les écosystèmes, pas comme quelque chose comme d'habitude, comme une aire protégée, car ça c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Si on a besoin de protéger et exclure l'humanité des territoires, on va avoir des problèmes. Et presque un siècle de conservation de la nature a démontré qu'on n'a pas assez avancé sur ça. Alors, c'est plus difficile, mais c'est le défi qu'on a ici, c'est d'utiliser ces sites. Par exemple, dans le réseau des réserves de biosphère, on a 759 au Coran, dans 136 pays qui ont un compromis de regarder ces territoires en ajoutant la conservation et utilisation durable, mais pas simplement dans le domaine des services d'écosystèmes. On préfère la contribution de la nature pour les gens. C'est plus intéressant. Vous auriez un exemple pour qu'on se figure peut-être mieux ce que c'est qu'un géoparc? C'est grand comment? C'est situé où, par exemple? Ça ressemble à quoi? Oui, je peux vous dire que, par exemple, les réserves biosphères, on a 759. Ça devient presque 5% de la surface terrestre, dont on a 300 millions de personnes qui habitent chez les réserves biosphères. C'est un programme très, très ancien, plus de 50 ans. 50 années. Il a commencé pour devenir simplement un parc pour les études scientifiques, pour mieux comprendre comment l'influence humaine se fait sur la nature. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il doit accomplir 3 fonctions. La fonction de conservation de la nature, mais aussi de la culture, car on ne peut pas distinguer la nature et la culture. Ce que nous sommes comme des personnes, comme des sociétés, ça dépend de l'endroit, du paysage, de façon qu'on fait notre croissance là. Alors la fonction de conservation, mais aussi la fonction de développement et la fonction de soutien logistique, ça veut dire partenariat, coopération, recherche, éducation
Et ça, on ne fait pas simplement avec les gestionnaires des aires protégées qui sont au centre de ces territoires, mais dans un modèle, sous un modèle de gouvernance qui implique tout le monde. Et tout le monde, c'est même tout le monde de façon conservation, gouvernement au niveau local, national, international, mais aussi la société civile, les organisations et surtout le secteur privé. Cette année, je vous invite tous à venir chez le Congrès mondial des réserves de biosphère qui va se dérouler en septembre en Chine. On va approuver... C'est pas super pour le bilan carbone. C'est un site comme d'autres. Et on va approuver la nouvelle stratégie de ce programme pour la prochaine décennie. Alors, il y a toujours un espace de participation. Il y a une consultation publique à ce moment. On va faire un deuxième tour dont on débatte précisément ce qu'on a ici. Comment on peut utiliser ces sites pour démontrer qu'il est possible de regarder l'avenir avec espoir, qui est quelque chose qui manque, car on a la connaissance, on a la science, on a la capacité, mais il manque la volonté politique, la perception ensemble qu'on doit faire différent, qu'on doit transformer la façon de voir, mais surtout de gérer. Et qu'il est possible de trouver des exemples. Il y a beaucoup d'exemples. On doit aussi améliorer la communication, car surtout quand on parle de biodiversité, au changement climatique, ou de l'environnement, les nouvelles sont toujours des mauvaises nouvelles. Oui. Mais on doit aussi démontrer qu'il est possible. On connaît, je termine avec un exemple, dans une petite réserve de biosphère aux Philippines, on a essayé dans les dernières années de faire la restauration des mangroves et avec ça, on a sauvegardé la vie et les atouts d'une communauté entière. Alors, dont on a sauvegardé et restauré les mangroves, il n'y a pas de morts dans les dernières cyclones et les pêcheurs ont maintenant des poissons, il y a un marché, il y a aussi le retour de pas simplement de la nature, mais toute une culture autour de la vie entre l'homme et la nature. Si les problèmes qu'on a au niveau global, l'origine, c'est toujours local. Alors, merci pour cet exemple. Le parcours envers, peut-être on peut faire quelque chose. C'est avec ce message d'espoir qu'on peut vous inviter à mieux découvrir. Je crois que quelqu'un ici habite proche ou dans une réserve de biosphère ou dans un géoparc ou dans un site patrimoine mondial. Engagez-vous et travaillez plus avec nous, avec tout le monde, avec les gestionnaires, la population, pour faire ça et pour devenir le sujet de biodiversité moins diffuse. Merci. Marine Borlorence, vous êtes donc de l'Agence française de développement et vous aussi, vous déployez des projets à l'international. Vous gérez plus de 4200 projets dans les Outre-mer et dans 150 pays d'après les informations sur votre site. Quelles sont vos missions exactement à l'Agence française de développement pour qu'on se figure bien ce que vous faites au quotidien? Et quelles expérimentations dans le domaine des droits de la nature vous avez pu avoir, s'il vous plaît? Merci Juliette et merci, je suis ravie d'être là. Je trouve que c'est d'abord une très belle salle, on s'est dit ça en arrivant avec Marine, à l'ancienne mais magnifique, surtout pour ce qu'il y a derrière nous, et puis une assemblée colorée, ce qui est aussi très agréable. Merci d'être présent cet après-midi et merci à l'UNESCO pour l'organisation de cette conférence. L'AFD, alors je vais le dire en peu de mots, mais c'était important pour moi de quand même expliquer ce qu'est l'Agence française de développement, que tout le monde ne connaît pas, je pense, dans cette audience. C'est la banque publique qui finance au nom de la France des projets dans 160 pays, effectivement 160 maintenant, plus 150. À travers le monde, sur tous les continents, sur les questions de développement durable, donc de lutte contre la pauvreté, lutte contre le changement climatique et pour la protection de l'environnement. Et je suis, pour ma part, effectivement responsable de la division climat et nature. Et effectivement, on a 4200 projets en cours. Alors, c'est un gros collectif qui s'en occupe. C'est évidemment pas tout ça sous ma seule responsabilité.
Et je voudrais peut-être aussi réagir sur les mots d'Antonio, qu'il a déjà dit. En fait, dans les aspects développement durable, évidemment, pour nous, depuis des décennies, on travaille sur l'intégration des enjeux sociaux, environnementaux et économiques. Malheureusement, la science ne fait que nous répéter et nous démontrer que cette connexion, elle est réelle et importante, et que ça impacte aujourd'hui dans les pays en développement. La dégradation de l'environnement impacte en particulier nos pays d'intervention. C'est 3,6 milliards de personnes qui sont vulnérables au changement climatique d'après le GIEC. C'est 80%, par exemple, des populations d'Afrique subsaharienne qui dépendent directement de la bonne qualité des écosystèmes. Alors, j'utilise des terminologies qui plaisent à Marine, mais c'est de là d'où on vient, et c'est ça qui est intéressant. Elles en dépendent pour leur subsistance. Donc travailler sur, réfléchir à ensemble la question du développement économique, social et environnemental, en fait, c'est une obligation, tout simplement parce que sinon, on n'a pas l'impact et l'effet pour véritablement aider au développement global de ces territoires. Alors, on a depuis longtemps, bien sûr, travaillé sur les questions de droit de l'environnement et cette approche environnementale, peut-être effectivement anthropocentrée de la biodiversité. Mais on est aussi très à l'écoute de ces dynamiques. Et puis vous l'avez entendu de la part de Marine, mais quand c'est nos partenaires ou les personnes qui mettent en œuvre ça dans les pays eux-mêmes, qui parlent de la façon dont l'usage des droits de la nature, la mise en place des droits de la nature, la représentation de la nature a été effectuée, et bien ça ouvre tout un univers. C'est un monde très optimiste, en fait, très dynamique, qui nous interpelle, acteurs un peu traditionnels de la finance et du développement que nous sommes. Donc on a commencé par s'intéresser à mieux comprendre et à savoir ce que c'était. Donc effectivement, Marine l'a déjà annoncé, et Farid est dans l'assistance, il pourrait venir s'asseoir et prendre un autre micro tout à l'heure pour compléter, je suis sûre, des questions. On a commencé par faire ce bilan, d'essayer de comprendre ce qui se passait à travers le monde. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que ça vient de nos pays d'intervention. Ce n'est pas quelque chose qu'on a apporté nous. C'est vraiment, on est à l'écoute de ce qui se fait dans ces pays, dans tous ces pays, et ça touche l'Amérique latine, bien sûr. Mais il y a aussi des expériences en Asie, en Afrique, et effectivement qui se développent en Europe. Il y a aussi des travaux de recherche en cours qui font l'analyse du croisement entre la question des droits humains et des droits de la nature, puisque les sujets s'entrecroisent et doivent s'entrecroiser, et vous pouvez les trouver. Et puis, sur le site de l'AFD, pardon. Et puis, toujours dans ce travail de mieux savoir, mieux connaître, on essaye aussi de mieux faire savoir, puisque en fait, on peut servir à ça. Et pour ceux qui ont un peu de temps ou qui préfèrent ce type de médias, il y a notamment un reportage sur Tilt, où Marine prend aussi la parole. Il y a un MOOC pour, si vous voulez, un petit peu plus approfondir aussi sur ces sujets. Et nous, notre rôle, je dirais, au-delà de ces ouvrages et de ces objets, évidemment, et j'y reviendrai, je pense, dans la suite des échanges, ça va être peu à peu de réussir à imprégner notre action, notre activité, à la demande et en cohérence avec nos partenaires, puisque c'est certainement pas quelque chose qu'on peut imposer dans la mise en place et de droits de la nature, quand effectivement c'est possible dans les pays et les territoires dans lesquels on intervient, et je reviendrai plus tard sur quelques exemples. Et concrètement, c'est quoi les outils en fait que vous avez pour éviter justement qu'on détruise les écosystèmes? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Et puis à l'inverse, pour vous, quels sont les principaux freins au financement de projets qui soient vraiment ambitieux, quoi, pour la nature? Alors, là, votre première question, elle touche à l'ensemble de notre activité sur les questions de biodiversité et nature. J'ai déjà donné quelques chiffres un peu sur les enjeux, et je suis sûre que vous en entendez plein, vous en connaissez plein.
mais ça vaut toujours le coup d'en redonner quelques-uns. On le sait, 1 million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction, 33% des récifs coralliens. Quand on travaille dans tous les continents et dans les territoires d'outre-mer, évidemment, par exemple, ce chiffre-là, il doit nous interpeller. 1/4 des forêts du monde qui sont surexploitées, et en même temps, les peuples autochtones qui sont de fait protecteurs de 80% de la biodiversité terrestre. Et là, ça nous rapproche vraiment très fortement de ces questions de droit de la nature et de représentation par les populations et la société civile de ces non-humains. C'est ça le terme. Après, nous, on reste une banque de développement, donc on est des financiers. Et donc notre rôle, c'est aussi de voir comment la finance et l'économie peuvent mieux intégrer ces questions de protection de la biodiversité. Et d'ailleurs, c'est une attente du cadre mondial biodiversité qui a été validé à Montréal en 2023, comme sur l'accord de Paris sur le climat. On est responsabilisé en tant qu'acteur financier et encore plus comme banque de développement pour dire, bon, ben, en fait, il y a des objectifs avec ces accords. Comment on fait pour que tous nos projets, ou en tout cas qu'aucun de nos projets n'aille à l'encontre de ces objectifs qui sont de renverser la perte de biodiversité, en l'occurrence pour l'accord de Kunming-Montréal. Alors, on utilise les outils des financiers en partie pour travailler sur ça. Donc, on parle avec les acteurs des systèmes financiers. Les banques centrales, par exemple, sont très intéressées pour mieux comprendre, mieux connaître, et on part de là, dans quelle mesure leurs économies vont être dépendantes des écosystèmes. Approche anthropocentrée, mais c'est déjà un progrès. Et par exemple, si je vous donne en Afrique du Sud quelques chiffres, eh ben, on a démontré à la Banque centrale sud-africaine que 80% des exportations des pays dépendaient de l'eau, tout simplement, que plus de la moitié des emplois sud-africains dépendaient directement ou indirectement de la disponibilité en eau. Et en fait, quand on parle aux acteurs financiers en leurs termes, évidemment, on a une force de conviction, de traction et d'intérêt beaucoup plus fort sur ces sujets. Et on peut travailler après sur beaucoup de niveaux. Et après, on travaille sur tout ça à la fois. On travaille sur l'accompagnement de qu'est-ce que ça veut dire un développement qui soit vraiment... qui intègre vraiment les enjeux climat, nature et un développement économique, mais c'est à ces pays, à ces territoires de le définir, comme l'expliquait Antonio, avec des exercices collectifs de définition de ces futurs. Et après, nous, on peut accompagner les investissements, les politiques publiques, les zones de protection, on en finance beaucoup, mais aussi questionner, travailler avec tous nos clients pour savoir comment ils font pour intégrer... diminuer leurs impacts, intégrer leurs risques, les questions de biodiversité, quel que soit leur secteur d'activité. Et c'est quelque chose qu'on réalise effectivement aujourd'hui dans nos projets et qu'on interroge sur chacun de nos projets. Merci beaucoup, et on parlera tout à l'heure effectivement de si c'est possible d'allier développement et protection du vivant, puisque c'est quand même ça le cœur du sujet en réalité. Avant ça, j'aimerais qu'on parle de la France. Charles Fourmeau, vous êtes donc de l'Office français de la biodiversité, une agence qui fait le buzz en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui a pour mission donc d'assurer entre autres la fonction de police de l'environnement en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu quel est votre métier, qui sont les agents qui protègent la biodiversité en France et quels sont leurs principaux défis, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Merci beaucoup. Non. Alors, je me rapproche vraiment. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour votre présence. Et puis merci à toutes celles et ceux qui se sont levés à la question de savoir s'ils ou elles connaissaient la police de l'environnement. L'actualité y est peut-être pour quelque chose. Mais je m'en voudrais de commencer à répondre à cette question sans rappeler que, oui, l'Office français de la biodiversité que je représente cet après-midi exerce une mission de police de l'environnement, mais n'est pas seul à le faire. Et il y a, si vous me passez l'expression, une grande biodiversité administrative de services ou d'acteurs qui opèrent dans ce champ-là. L'OFB, les services de l'État, les services déconcentrés de l'État réunis autour des préfets de la République,
les services de la gendarmerie nationale, qui sont par nature très implantés dans le milieu rural et donc qui voient les atteintes à l'environnement prendre de plus en plus d'ampleur et donc s'investissent sur ce sujet. Les services de police nationale à la marge, l'Office national des forêts dans les territoires qui sont sous leur responsabilité. Et donc vraiment, on est nombreux, on a besoin d'être nombreux et d'être encore plus nombreux demain face à l'ampleur de la tâche. S'agissant du profil des agents de l'Office français de la biodiversité, ils sont eux aussi très divers. Vous avez peut-être en tête que l'OFB est un établissement jeune, créé au 1er janvier 2020, mais qui est l'héritier et le fruit de la fusion d'établissements qui s'ancraient dans l'histoire beaucoup plus longue du pays, qui remontait aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, et qui se sont créés au départ. Ça rejoint les débats qu'on a autour du droit de l'environnement, des droits de la nature, de la place que les humains accordent aux non-humains dans leur vision du monde. Ces ex-établissements avaient été créés avec la mission de protéger des ressources, essentiellement les animaux classés gibier et les poissons, aux fins de préserver des pratiques humaines, en l'espèce la pratique de la chasse et la pratique de la pêche. Et ces ex-établissements, s'intéressant à cette ressource, en sont venus à s'intéresser au fil des décennies aux habitats propices à la vie de ces espèces, et puis à ces habitats, à cette nature en tant que telle, en tant que valeur, en tant que valeur à protéger. Et donc nous avons, parmi nos agents, des gens qui sont les héritiers de cette histoire, qui sont d'anciens gardes-chasse, d'anciens gardes-pêche, dont les compétences, à la fois en termes de milieu et en termes de techniques d'investigation, en termes de rôle vis-à-vis de la société, ont considérablement évolué en 30 ans. Nous avons d'anciens policiers, d'anciens gendarmes intéressés par l'environnement qui nous rejoignent, et nous avons des jeunes issus de formations agricoles, issus de formations techniques ou généralistes en matière d'environnement, qui nous rejoignent aussi pour exercer ces missions de police, mais pas que, puisque l'établissement est dépositaire de 5 grandes missions: faire respecter la réglementation, donc la police de l'environnement, mieux connaître les espèces et les espaces, une mission de recherche et de connaissance, mobiliser la société pour faire advenir les changements transformateurs qui doivent permettre de mieux protéger la nature, gérer des espaces protégés et appuyer les politiques publiques. Et tous nos agents de terrain exercent ces différentes missions au fil de leur carrière, au fil de leur journée. Et nous croyons à la force de ce modèle intégré à l'OFB, d'avoir des agents, un seul acteur, qui s'occupe à la fois de l'ensemble des écosystèmes, mais qui traite aussi toute la chaîne, depuis la connaissance qu'on peut produire sur finalement cette espèce, ce milieu, comment se porte-t-il, comment est-il affecté par telle ou telle activité, jusqu'à le contrôle de la réglementation et éventuellement, et ensuite la mobilisation de la société pour faire évoluer les pratiques. Et donc, quels sont nos défis ou quelles sont nos missions? La grande mission de l'OFB, mais qui est partagée avec beaucoup d'autres, c'est d'enrayer le déclin de la biodiversité et du vivant, ce qui est évidemment une mission qui nous dépasse, et singulièrement pour l'exercice de la police de l'environnement, puisque la police intervient d'une certaine manière toujours en bout de chaîne, toujours un peu, si vous me passez l'expression, la police arrive toujours trop tard. Et donc, notre enjeu, ce que nous essayons de développer dans ma direction avec l'ensemble de nos collègues sur le terrain, c'est de mieux concentrer, de mieux amener nos interventions là où les enjeux sont les plus forts, et notamment là où les connaissances, les scientifiques nous disent que les pressions sont les plus fortes et qu'on peut agir. C'est le cas par exemple des trafics. L'IPBES nous dit que les trafics d'espèces sont parmi les principales causes. C'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'IPBES. Le GIEC de la biodiversité, oui. Et donc nous intervenons pour tenter d'enrayer, de dissuader, parfois de démanteler ces trafics qui touchent des espèces qui sont pour certaines communes et connues des plus naturalistes d'entre nous, le chardonneret élégant,
et pour d'autres qui sont moins connus parce que moins visibles. Je pense à la civelle, qui est l'alevin de l'anguille européenne qui est une espèce qui se porte particulièrement mal sous nos latitudes, et dont l'alevin est braconné parce que très prisé par des consommateurs dans d'autres régions du monde. Et donc, le kilo de civelle se marchande au marché noir à plusieurs milliers d'euros. Ce qui vous dit aussi que le champ de l'environnement, le champ des atteintes à l'environnement, est investi par des acteurs qui sont à proprement parler des acteurs criminels, qui sont implantés dans le trafic d'armes, dans le trafic de drogue, et qui sont aujourd'hui en train d'investir le champ de la criminalité environnementale parce qu'elle est lucrative, parce qu'elle est perçue par ces acteurs comme étant moins surveillée ou moins sévèrement réprimée. Et donc c'est aussi l'engagement de nos agents, de nos policiers de l'environnement, encore une fois, aux côtés de nombreux acteurs, pour essayer de défendre la nature. Alors, l'Office français de la biodiversité traverse un petit moment de crise. Ça fait plus d'1 an, malgré tout, que les locaux sont la cible voilà, de dégradation, d'attaques partout en France, qu'il y a des menaces aussi sur un certain nombre d'agents. Je me tourne donc vers Léo Magnin maintenant, sociologue. Je ne vais pas vous faire réagir directement à ça. Vous avez écrit un livre sur la police environnementale sous contrainte. Notamment, vous avez mis au point dans cet ouvrage un concept de police d'avant-garde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et en quoi est-ce que pour vous ça peut faire écho justement à l'actualité? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et puis pour la question. Alors, je vais vous expliquer comment on est arrivé à cette idée de police d'avant-garde. Donc, vous l'avez dit, moi je suis sociologue et les tensions entre le monde agricole et l'Office français de la biodiversité récemment, pour nous, ça n'a pas été une surprise. Je dis nous parce que je travaille avec Rémi Rouméas, qui est aussi sociologue, et Robin Bazier, qui était un camarade de promotion de philosophie. J'étais en philosophie au départ. Et on voulait travailler sur la police de l'environnement car je menais des entretiens avec des éleveurs en Auvergne sur la protection des haies dans la politique agricole commune, pour être très précis. Et ils me faisaient part on va dire, de critiques assez vives de policiers de l'eau à l'époque, parce que Charles Fourmeau l'a dit, au départ c'était d'anciens gardes-pêche ou d'anciens gardes-chasse, puis ça évolue vers une police de la biodiversité. Et là j'ai dit à mes camarades de promotion, il faut absolument qu'on travaille sur ce sujet parce qu'il y a quelque chose à creuser. Et donc, en sociologue, nous, on va un petit peu à un point d'intersection autour duquel on est en train de tourner depuis le début de la table ronde, avec d'un côté un pôle qui est le pôle des concepts, essayer de repenser le rapport à l'environnement, aux sensibles, les textes, le droit, et puis de l'autre côté les pratiques, ce qui fait que, voilà, on parlait du développement, on se nourrit, on exploite cette nature-là d'une manière ou d'une autre. Eh bien, je vous parle de points d'intersection parce que nous, en sociologue, on va essayer d'aller voir justement la mise en œuvre, en fait. Ce qu'il y a entre ces deux pôles-là, comment est-ce qu'il y a des rouages qui se mettent en œuvre ou qui ne se mettent pas en œuvre et qui grincent et qui tournent dans le mauvais sens. Et là, sur la police de l'environnement, on a un exemple parfait, parce qu'alors même qu'on est de plus en plus dans une forme de consensus, je mets quand même un petit peu des guillemets, autour de la protection de l'environnement, eh bien, si on regarde la mise en œuvre de cette protection de l'environnement, elle est caractérisée par des lacunes. C'est le moins qu'on puisse dire. Si je vous dis toute personne a le devoir de participer à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, vous pourriez trouver que c'est une phrase militante, c'est l'article 2 de la Charte de l'environnement, d'ailleurs, qui est peut-être l'inspiratrice du titre de la session, protéger, réparer. Il y a ces deux idées qui est quand même assez ambitieux comme programme, d'avoir ces deux idées, à la fois préserver et améliorer l'environnement. Alors comment on arrive à cette idée de police d'avant-garde? J'y viens. On va mener des entretiens, on fait une enquête en immersion dans un service, on synthétise tous les rapports qu'on trouve qui existent sur le sujet, et une enquête d'ailleurs qu'on continue de mener actuellement. On arrive à notre petit livre, et dans le livre, l'idée centrale, c'est de montrer que contrairement à un récit qu'on entend régulièrement, et aujourd'hui beaucoup plus encore qu'avant, et ce récit dit qu'on a affaire aujourd'hui à une écologie punitive, c'est-à-dire un État qui viendrait très puissant, voire omniscient, coupable d'arbitraire sur les sujets environnementaux, il pourrait contraindre les particuliers, les entreprises, les collectivités. Eh bien nous, quand on met bout à bout tout ce qu'on a trouvé dans notre enquête, on se rend compte que c'est l'inverse, c'est que la police de l'environnement, avant d'être contraignante, elle est surtout contrainte.
et qu'elle est plus caractérisée par les obstacles qui pèsent sur elle que par vraiment les freins qu'elle peut mettre face à celles et ceux, y compris nous tous et toutes citoyens, quand on va contre le droit de l'environnement. Et donc on détaille ces contraintes, Charles Fourmont a parlé, il y a déjà une raison historique, c'est-à-dire qu'il y a un éparpillement de ces polices, là on parle de l'OFB dans les services départementaux, les agents en uniforme, c'est uniquement 1500 agents, mais même un petit peu moins, donc vous voyez que c'est pas énorme. De l'autre côté, il y a des limites en termes économiques, puisque forcément, il y a des moyens qui sont limités aussi sur le plan procédural, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, l'articulation entre différents services, parce que l'État n'est pas un, l'État est pluriel, et il peut y avoir des rapports de force au sein même de l'État, sans parler de rapports de force entre agriculteurs et l'État, par exemple. L'État est pluriel déjà en lui-même. Et puis, des résistances, évidemment, avec des groupes d'acteurs, et bien sûr des groupes d'acteurs économiques, là en l'occurrence les agriculteurs avec les manifestations qu'on a vues, mais ça peut être aussi des élus, par exemple. Les maires aiment très peu que la police de l'environnement mette son nez dans des affaires d'aménagement du territoire qui pourraient bénéficier au développement de la commune. Donc là on rejoint une tension qui était mentionnée, évidemment ça peut être un levier, et puis parfois ça coince. Police d'avant-garde, ça permet de ressaisir ces trois types de contraintes, là, d'histoire, d'économie de moyens, de procédures, et puis de résistance sociale auxquelles font face ces polices. Pourquoi? Parce que quand on parle de police, vous avez peut-être en tête la police nationale, la gendarmerie, on a l'idée d'une police qui finalement essaye de perpétuer un ordre social qui n'est jamais absolu, qui est toujours bricolé, qui est toujours dynamique, mais un ordre social qui préexiste à cette police-là. Et elle vient en quelque sorte en soutien. Ce qui fait qu'on croise rarement des personnes qui soient à même de contester radicalement et entièrement les valeurs qui fondent ces polices-là, si on entend par là l'intégrité des personnes, la propriété des biens. C'est assez rare de trouver des personnes qui vont justement contre la protection des personnes. Pour l'environnement, c'est pas le cas. C'est à partir du moment où le droit de l'environnement est appliqué, là, il n'y a pas de consensus. C'est-à-dire qu'on parle de police d'avant-garde parce qu'on a une police qui ne peut pas compter sur un ordre social qui lui préexiste. Elle est au contraire en train d'essayer de faire advenir un ordre environnemental, pas au sens d'écosystème qui fonctionne, mais d'ordre social qui prend au sérieux ces valeurs environnementales, y compris dans des pratiques économiques, dans de la politique locale, dans des métiers, dans des corporations, dans des aménagements du territoire. Et c'est pour ça qu'une police d'avant-garde, ça permet de bien mettre en avant le paradoxe de ces polices-là, puisque ça a été dit juste avant moi, la police, en théorie, c'est la voiture balai. C'est ce qui vient en dernier une fois qu'on a essayé les autres cours. A fortiori, quand on parle de police judiciaire, petite parenthèse, note de bas de page en même temps, mais l'OFB se distingue des autres multiples services de police de l'environnement qui existent en France parce qu'elle fait du judiciaire, cette police de l'environnement de l'OFB. Donc du pénal, c'est-à-dire que vous pouvez aller au tribunal. Je simplifie parce qu'il y a très peu de choses qui vont au tribunal, mais c'est le cas. Et donc, alors même que ce qui devrait être la voiture balai des voitures balai, donc dans la police, le judiciaire, eh bien ça se retrouve en première ligne et à être en fait aux avant-postes de ce qui est accepté globalement par nos manières de faire, nos manières de produire, nos manières de vivre, de nous déplacer, de considérer le sol ou les cours d'eau. C'est ça qui peut expliquer un grand nombre de tensions qui visent l'OFB et qu'on essaye d'éclairer avec cette idée d'avant-garde. Et pour terminer, un dernier élément sur avant-garde, vous avez vu que dans avant-garde, souvent, il y a une notion esthétique. Quand on parle de mouvement d'avant-garde, on parle de mouvement artistique. Et c'est à dessein qu'on a utilisé ce mot-là. Pourquoi? Parce qu'en étudiant le travail de ces policiers, eh bien, on voit que c'est un métier qui est en construction. Et c'est un métier qui compte sur un œil, c'est-à-dire une certaine capacité à apprécier le réel d'emblée et à travailler ce réel-là en ayant incorporé tout un ensemble de connaissances issues des sciences de la nature, de l'écologie bien sûr, et puis du droit aussi. Et que ça, c'est comme une avant-garde au sens où les agents sont dans un métier en construction et essayent de faire passer des beaux dossiers, un dossier qui est solide, un dossier que personne n'a jamais réussi à faire avancer de la sorte, parce que le droit, c'est aussi une activité sociale, c'est pas qu'un texte, il faut réussir à défendre son dossier auprès du procureur pour que ça arrive en audience, par exemple. Et donc, il y a un phénomène comme ça. On cite un formateur en police qui dit « Vous allez être observé et à terme, vous serez suivi ». Fermez les guillemets, on voit bien qu'il y a cette idée de créer des précédents, donc en quelque sorte des classiques qui vont être imités ensuite, comme en littérature ou en art en général, par les suiveurs, ceux qui arrivent après, les collègues. Et on voit aussi que ce qui est important dans la police d'avant-garde, et je termine vraiment là-dessus, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de convaincre l'extérieur, les agriculteurs, le reste de la population, mais en fait non, également aussi
les collègues, puisqu'ils ont des histoires différentes, des anciens gardes-pages, des anciens gardes-chasse, des personnes en détachement issues d'autres administrations, des personnes qui arrivent d'études, et donc une construction du métier autour de ce front qu'est l'avant-garde. Merci, c'est passionnant et on peut lire ça en détail dans Police environnementale sous contrainte pour tous ceux qui ont envie d'en savoir plus sur le sujet. Si je vous suis bien en 2 mots vraiment, ça veut dire que renforcer en gros la reconnaissance des droits de la nature, en fait ça pourrait aussi faciliter le travail des agents finalement sur le terrain. Alors comment le renforcer parce que finalement le droit lui-même, il ne parvient pas tout seul dans le cerveau des uns, des autres, de quelqu'un qui veut curer un cours d'eau parce qu'il estime que c'est un fossé et que ce sera mieux pour ne pas inonder sa parcelle, qui va détruire un barrage de castor par la même occasion, pour prendre un autre exemple issu de l'actualité. Eh bien, en fait, le droit, il arrive par des intermédiaires. Donc si on renforce le droit, c'est tout à fait une option, hein. C'est pour ça que je parle de 2 pôles différents entre les pratiques et le droit, il faut y réfléchir aussi. Et bien d'un autre côté, pour moi, c'est vrai que c'est assez lointain, surtout quand je vais voir les agents, puisque pour eux, l'enjeu c'est déjà de faire comprendre le droit de l'environnement tel qu'il existe, qui est un droit qui est complexe, hein. La codification, c'est-à-dire la mise en code du droit de l'environnement, c'est les années 2000 à peu près, et c'est un assemblage de plusieurs textes. Et le fait de donner des droits à la nature, c'est peut-être une solution, mais en tout cas, dans les entretiens avec les agents, ce n'est pas quelque chose qui revient comme une solution. Ce serait plutôt essayer de simplifier certains aspects. Et là, peut-être c'est intéressant d'insister là-dessus, parce que dès qu'on entend le mot simplification au sujet de l'environnement, on l'entend toujours dans un certain sens, hein. C'est pour dire qu'il faut faire moins pour l'environnement et laisser plus libre cours au désir d'aménager ou de détruire en partie l'environnement. Mais y compris chez les agents, il y a une demande aussi parfois de simplifier, d'harmoniser, pas contre le droit de l'environnement, mais aussi parce que l'enchevêtrement de textes différents peut parfois permettre justement de contourner l'esprit de la règle en jouant sur « ah oui, mais telle règle va contre telle autre ». Un exemple, vous avez sûrement entendu les 14 réglementations qui pèsent sur les haies en France. Je parle de mon autre marotte, parce que je vous parlais des haies tout à l'heure, c'était l'objet de ma thèse. 14 réglementations. Bon, en réalité, on peut discuter le nombre, mais surtout, ce qui est important, c'est que quand on dit 14 réglementations, on voit que ces 14 réglementations, elles n'ont pas beaucoup d'effet, parce qu'on perd 20 000 km de haies aujourd'hui par an net, déduction faite des plantations, et c'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans, alors même qu'on les protège de plus en plus dans le droit. Donc il y a cet enjeu-là de, en effet, avoir des textes clairs, les plus accessibles possibles, qui prêtent le moins à la chicane possible, mais d'un autre côté, c'est pas forcément parce qu'on explique bien que ça va être mieux accepté, parce que par définition, on parlait de voiture-balai, à la police et surtout le pénal, c'est fait pour être désagréable. C'est pas fait pour être agréable. Merci beaucoup. Je voudrais revenir avec Mathilde sur la question du développement économique. Il y a cette question quand même qui se pose effectivement de est-ce qu'on peut concilier développement économique et protection de la nature, parce qu'on voit bien qu'à mesure qu'on se développe, on a de plus en plus de prises sur les sols, on construit de plus en plus, on bétonne. Est-ce que tout ça va dans le bon sens? Et pour citer un exemple, dernièrement en France, il y a l'entreprise Nord6, qui est une entreprise de services numériques par exemple, qui a désigné un représentant de la nature à son conseil d'administration pour défendre vraiment le point de vue de la nature dans une entreprise. Est-ce que c'est ce genre de solution qu'à l'AFD vous souhaiteriez mettre en place, ou est-ce que ça passe par d'autres choses très concrètes? Merci. Alors en fait, tout dépend ce qu'on appelle développement. Alors la question que vous aviez prévue aussi, enfin que j'avais notée, c'était aussi développement et droit de la nature. Donc les deux sont de toute façon tout aussi difficiles de répondre de façon générique. En fait, tout dépend du projet. Et je pense que c'est aussi un peu la distinction entre pourquoi le policier de l'environnement, il n'est pas forcément interpellé tout de suite par la question du droit de la nature. Pour moi, ça se place pas exactement de la même façon. C'est pas tout à fait le même outil. Et la question, la façon dont les droits de la nature interpellent la question du projet de territoire, de société, d'économie et d'environnement, et du coup assez différente, pour moi, elle se place au-dessus. Et du coup, c'est la même question sur les questions de développement économique. Dans les pays d'intervention dans lesquels on est, pour beaucoup, il y a un vrai sujet
de développement financier, de lutte contre la pauvreté, de sécurité alimentaire qui vont impliquer un peu d'intensification agricole. Mais il faut que ça soit pas au détriment de la nature. Il faut mettre en place aussi de l'agroécologie. Il faut évidemment, pour prendre cet exemple-là, mais il y en a sur tous les domaines. Et donc, tout est une question d'équilibre et de capacité des territoires à définir eux-mêmes un développement qui soit véritablement durable et qui intègre, bien sûr, de la lutte contre la pauvreté, de l'accès aux services de base, aux services de santé, de la sécurité alimentaire, mais qui soit véritablement protecteur également de la nature et des non-humains. Donc, moi, je ne peux pas y répondre. En fait, mon point, c'est que ce n'est pas l'AFD jamais qui peut répondre à cette question. Aucun acteur de développement ne peut répondre à ces questions. Et évidemment, tout dépend, et ce sont des questions qui doivent se répondre au niveau local, au même titre qu'en France, d'ailleurs. Ces expérimentations autour du droit de la nature sont portées au niveau local. Après, on a des exemples, on a une façon de soutenir ça que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, et on va, nous, essayer de plus en plus. Aujourd'hui, on soutient des expérimentations via la société civile dans les pays du Sud, donc notamment, par exemple, en Colombie, on va travailler sur la question de la récupération des terres ancestrales pour un certain nombre de communautés locales, avec une organisation qui utilise cette question des droits de la nature pour obtenir le retour à ces terres. On peut aussi travailler au niveau des politiques publiques, travailler avec les États. Il y a en particulier en Amérique latine, mais ça fera peut-être aussi des exemples ailleurs. Et il y a une vraie dynamique dans les pays en développement, en fait. Je m'arrête juste là-dessus. On est dans une morosité ambiante, un peu quand même là, avec l'actualité quand même, évidemment, en France, en Europe, le backlash qu'on entend, et aux États-Unis. Il y a une dynamique qui reste présente dans nos pays, dans les pays en développement, chez nos partenaires, on le voit. Ça ne s'arrête pas, quoi. Hein. Tout ça ne s'arrête pas. Alors évidemment, il y a certaines ONG qui vont avoir plus de difficultés financières, et on a tout un travail évidemment pour contribuer à les soutenir, mais ça ne s'arrête pas. Donc la société civile, les politiques publiques, par exemple, il y a plusieurs États latinos qui ont un traité d'application du droit de l'environnement. Donc là, on est dans le droit de l'environnement, mais qui intègre aussi des questions de participation du public, de transparence. Donc on se rapproche là de l'application du droit de la nature. Et ben nous, l'AFD, on peut aussi accompagner les États et les partenaires économiques à mettre en place réellement ce type d'action. Voilà. Donc on y travaille dans une démarche qui forcément doit venir de nos partenaires localement. Antonio de Sousa Abreu, est-ce qu'il existe une coopération internationale qui vise à harmoniser un peu les cadres légaux sur les droits de la nature? Coopération, c'est le mot-clé. Je ne suis pas capable de répondre sur s'il y a déjà une coopération ou une disponibilité ou volonté de travailler sur un plan juridique, mais du point de vue fonctionnel, je peux dire oui, il y a de bonnes nouvelles. Par exemple, le réseau mondial de réserve de biosphère, cette année, a eu le plus grand nombre de candidatures. Ça, c'est un signe. Pourquoi? On a reçu ici, à l'UNESCO, 35 applications avec 5 nouveaux pays. Alors, ça veut dire qu'ils veulent être partie du réseau mondial. Une des obligations que ces sites après la désignation par l'UNESCO doit accomplir, c'est de travailler ensemble. Un tout petit peu plus. C'est de travailler ensemble, d'être en réseau, soit du point de vue géographique, géopolitique, mais aussi thématique. Alors, ça veut dire qu'il y a un croissant numéro et une perception qui est plus grande sur l'utilité de ces sites désignés par l'UNESCO qui, pendant peut-être les décennies avant, il était plus symbolique, ça a été plus un label, une étiquette, mais aujourd'hui, on a changé, on a mélangé tout ça qu'on a parlé ici. C'est la recherche, c'est la connaissance, il y a les chaires,
l'académie, les centres de catégorie 2, il y a les gestionnaires des aires protégées, il y a bien sûr les décideurs politiques au niveau local, national. Alors il y a en effet un réseau de coopération permanente. Je peux vous dire, dans le cadre géopolitique, c'est plus faible, pas assez fonctionnel, mais du point de vue thématique, je vous assure que oui, le réseau mondial des sites dans les îles et zones côtières, le récemment créé réseau mondial dans les sites montagnes, ou d'autres coopérations comme Ibéro-Amérique ou les pays qui parlent portugais, qui ajoutent de Timor-Leste au Brésil, Portugal, Mozambique. Ils sont ensemble. Ça ne veut pas dire, ça ne signifie pas une assurance du point de vue concret, du point de vue juridique, mais du point de vue fonctionnel, ça signifie qu'il y a 300 millions au moins de personnes qui sont connectées, qui travaillent tout le jour dans la perception qu'il est possible, qu'il est nécessaire d'entendre la nature comme un pilier pour le développement. Et le développement ici, ce n'est pas simplement le développement économique. Souvent, on met les choses entre le développement comme la production ou la conservation, mais on doit toujours mettre le social au milieu. Et ça, c'est dans la paix, la justice, l'emploi et le besoin d'ajouter toutes les dimensions et pas simplement la conservation et le développement dans la dialectique qu'on connaît très bien et qui ne fonctionne pas. On voit un foisonnement visiblement dans ces espaces-là, donc on peut s'en réjouir. Marine, la reconnaissance des droits de la nature, en fait, si on arrive justement à cette reconnaissance en France, qu'est-ce que ça changerait concrètement ? Parce que moi, j'arrive pas encore à me rendre compte, là, comme ça, voilà, de ce que ça peut changer concrètement pour des espaces naturels, pour des forêts, pour des rivières. Ce serait quoi les changements dans la vie quotidienne de ces espaces-là ? Pour ça, tu vois, il faudrait revenir au livre de Christopher Stone. Donc Christopher Stone, l'universitaire américain qui a théorisé en 1972 la reconnaissance des droits de la nature et qui a bien appuyé à la fois sur sa faisabilité juridique, puisqu'on peut le faire, mais surtout son utilité sociale. Et pour expliquer l'utilité sociale de reconnaître les droits de la nature, il revient en fait à qu'est-ce que c'est de devenir une personne, un sujet de droit. Et pour ça, de manière très intelligente, il détricote l'histoire de notre propre relation à nous entre êtres humains. Il revient sur l'esclavage, une époque où un être humain pouvait en posséder un autre, le vendre, en disposer, l'exploiter pour des motifs économiques. Il revient aussi sur le statut des étrangers, les discriminations raciales, à travers l'exemple, par exemple, du statut des Juifs dans le droit britannique, qui avait le même statut que les chevreuils et les cerfs, c'est-à-dire hommes de nature sauvage. Et il revient également sur le statut de la femme, privée pendant des siècles de statut politique, d'existence dans la sphère publique, par le fait qu'elle soit privée par les hommes du droit de vote et du droit d'être élue elle-même, et donc de siéger, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça change pour la nature ? Ça change tout. Ça change tout, en fait, d'avoir des droits, parce que, justement, on change structurellement notre rapport à la nature. Et ce que ça change plus précisément dans notre héritage, puisque le droit est un héritage, le droit est une construction sociale. Et on a aujourd'hui un héritage très lointain, à la fois de notre représentation du monde, en France, un héritage notamment catholique, où oui, l'être humain est la seule créature à l'image de Dieu. Et donc, par définition, le sacré n'est qu'en nous, qui sommes l'égal presque de Dieu lui-même et qui pouvons disposer, comme dans le Jardin d'Éden, de toutes les autres créatures. Ça a eu des conséquences sur notre représentation du monde. Cette représentation du monde où nous sommes au sommet de la pyramide du vivant. Ça a eu des conséquences scientifiques aussi sur la manière dont on observe le monde.
ce discours cartésien dans lequel l'homme est maître et possesseur de la nature, qui a orienté même notre recherche scientifique. Et ça a tellement orienté notre recherche scientifique qu'aujourd'hui, notre modèle juridique aussi s'en ressent, parce que lui aussi est profondément anthropocentré. Et notamment dans une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, notre relation à la nature est principalement guidée par une relation d'usage, voire même de propriété. Et qu'est-ce qu'il y a au fondement de la propriété? 3 déclinaisons, l'usus, le droit d'user, le fructus, le droit d'user des fruits de la nature, et l'abusus, le droit d'abuser, le droit de vendre, de posséder, de consommer la nature. Et ça a des conséquences. Imaginez le chalut qui plonge dans la mer, qui remonte le filet de pêche, à bord on trie entre les poissons qu'on veut consommer, et tout le reste, mort et rejeté à la mer. Tous ces vivants, écrabouillés, ne sont rien. Ils étaient res nullius, chose sans maître, ils redeviennent déchets, rejetés tout simplement et sans aucune conséquence dans l'océan. Et donc, par définition, ce modèle juridique-là, eh bien forcément, vu qu'on ne place aucune valeur dans ces autres qu'humains, il ne peut conduire qu'à la destruction du monde vivant. Et aujourd'hui... Pardon. Et merci. Et c'est aujourd'hui, malheureusement, le droit tel qu'il est construit, et même s'il a eu effectivement des progrès structurels qui ont été faits, le droit dans les réserves, dans les parcs, et vous l'avez soulevé pour les haies, c'est vrai aussi pour les aires marines protégées. Combien de statuts d'aires marines protégées? Pour quels résultats? Le confetti qu'on fait des petites réserves, des parcs ici et là, sans vraie conséquence sur la protection qui devrait être générale de la nature. Même la pensée de notre droit de l'environnement est structurée par espèces. Vous savez, on classe en espèces protégées. Si vous avez l'insigne au nord d'appartenir aux espèces protégées, vous avez un statut un peu à part des autres. Et dans ce cas-là, et il y a 2 raisons pour classer une espèce, je ne sais pas si vous le savez. La première raison, c'est une raison scientifique, parce que ça nous intéresse d'étudier certaines espèces, pas forcément d'autres, scientifiquement, donc c'est un prisme totalement orienté. Or, il y a François Sarano, avec qui je travaille, qui est océanographe, il le dit très bien, la science a été détournée par des objectifs industriels. Beaucoup de recherches aujourd'hui sont orientées par comment, en fait, on oriente notre science vers comment on exploite mieux la nature, ou plus rapidement. Et en fait, du coup, on se pose rarement la question de savoir, et c'est François qui le dit comme ça, la science n'a pas été finalement pensée pour se faire de la nature un ami, ou de l'océan pour ce qui le concerne. Et puis la deuxième raison pour protéger une espèce, c'est la conservation. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il faut toutes les espèces pour conserver les milieux. Et que cette logique de protection en pointillé, espèce par espèce, pour une espèce protégée qui dépend en fait de toutes les autres, nous aussi, ça n'a plus de sens. Cette réflexion en silo, en fait, elle n'a pas de sens. Alors même l'UICN dit d'ailleurs, en plus, il manque 3000 espèces qui devraient être protégées au regard de nos connaissances scientifiques et qui ne le sont pas. Et donc, vous voyez à quel point, en fait, ce raisonnement en silo est complètement à la fois orienté et lacunaire. Et donc, c'est pas moi qui le dis, l'IPBES, le fameux GIEC de la biodiversité, dit qu'il nous faut des changements structurels. On a trop longtemps tenté de réformer un système alors qu'il faut le transformer structurellement pour provoquer des résultats. Et là encore, et c'est pas moi qui le dis, l'IPBES dit les droits de la nature sont un outil pour le faire. Pourquoi? Parce que ça agit sur 2 leviers. Le levier culturel. L'IPBES identifie la rupture entre l'homme et la nature et un enjeu majeur parce qu'il provoque cet effondrement du vivant en nous distanciant de nos milieux de vie. Et donc pour ça, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit apparaître la question des peuples autochtones, ceux qui ont d'autres manières de valoriser le vivant, qui ont des rapports animistes, totémistes avec les autres êtres vivants, comme une des clés, une des solutions pour repenser ce rapport à la nature. Et puis l'IPBES dit aussi, il y a un autre grand défi pour l'effondrement de la biodiversité, c'est la concentration des pouvoirs et des richesses. Et donc le besoin de repenser des institutions qui pensent le temps long, qui pensent la protection du vivant avant la protection des intérêts économiques. Et ça, encore une fois, les droits de la nature y répondent aussi, à leur manière et de manière très complexe et très diverse. C'est ce que je trouve passionnant dans ce mouvement, c'est que les droits de la nature, vous pourrez regarder en Équateur la réponse qui est apportée. Ça ne sera pas la même que celle qui a été inventée en Nouvelle-Zélande, ce n'est pas la même que celle qui a été pensée en Ouganda et ailleurs. Et donc de cette manière-là, il y a une créativité juridique
qui émerge, qui permet à nous, citoyens aussi, de faire émerger les solutions. Parce que c'est ce qu'on oublie un petit peu dans tout ça. Vandana Shiva, qui est aussi interviewée dans le livre, elle le dit très très bien. Elle dit le problème, c'est qu'on a remplacé notre mode de vie où nous décidions localement de conserver les milieux, de protéger, de nous intégrer à l'intérieur et de faire corps avec nos milieux par un modèle juridique, de monoculture juridique, dans laquelle les décisions sont prises très 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 en haut, échappent aux citoyens, sont ultra harmonisées pour répondre aux enjeux d'une économie de marché, et où il faut abattre toutes les frontières, toutes les limitations aux échanges, etc. Alors qu'elle, elle dit, il faut justement penser à un droit en permaculture, un droit qui cumule les strates, qui est pensé à partir du terrain, qui est d'une richesse pour que justement on empêche les lobbies, parce qu'elle est très sur ces questions des lobbies, de la protection des sols, des agriculteurs, des semences paysannes. Il faut empêcher, justement, en remettant de la distance, que certains intérêts industriels puissent s'accaparer très facilement et court-circuiter les processus démocratiques longs, complexes, qui représentent aussi mieux les humains et les protègent mieux en ça. Et donc, pour moi, il est essentiel, et je finis là-dessus, qu'on profite justement de cette question de la nature et de ses droits pour le placer au cœur des discussions internationales. Aujourd'hui, par exemple, les droits de la nature sont inscrits comme un des leviers dans l'accord cadre Kunming-Montréal pour la protection de la biodiversité, grâce aux efforts fournis notamment par la Bolivie et d'autres États pionniers du mouvement des droits de la nature, qu'il est écrit noir sur blanc dans l'accord cadre Kunming-Montréal. Les droits de la nature, dans les pays où les droits de la nature sont reconnus, sont un levier pour protéger la biodiversité. Et pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas tellement une question juridique, en vérité. Ce qui fait que la biodiversité et que le vivant en général est bien protégé, en vérité, c'est notre capacité d'attachement, d'empathie, de lien, de soin avec les autres, qui fait qu'on a une société résiliente. Et le droit, en fait, n'est que le simple reflet de ça. C'est un ruban de Moebius. Dans une société où la nature est valorisée, vous avez un droit qui représente la nature correctement, comme les droits coutumiers et autochtones laissent de la place justement aux autres qu'humains. Dans une société au contraire ultra extractiviste, la nature est bien marchandise, ressources, services. Voilà. Et donc on a besoin comme ça de faire en sorte d'amorcer culturellement cette transition par le biais sensible, par le biais de l'évolution des mentalités, ce qu'on appelle en ce moment les nouveaux récits. On a aussi besoin de penser des changements structurels, juridiques, de gouvernance, etc. Parce que l'un et l'autre sont liés. Parce que l'un et l'autre vont nous permettre de déconstruire les violences qui sont aujourd'hui totalement banales et invisibles que nous exerçons pourtant quotidiennement sur la nature et qui mènent à cet effondrement du vivant. Avocate de la nature, on sent la plaidoirie. Je voudrais vous proposer maintenant, parce qu'on pourrait continuer la discussion et on va la continuer avec vos questions, mais je voudrais vous proposer un tout petit temps de débrief entre vous, c'est-à-dire vous vous tournez vers votre voisine ou votre voisin et vous prenez le temps de dire peut-être une chose qui vous a intéressé dans la conférence et une question que vous auriez à poser à nos intervenants. Voilà, ça dure 1 minute, c'est parti. Ah oui, oui. Ok, mais il faut que je leur donne la parole, sinon ils vont faire n'importe quoi. Ok, ouais. Je pense 3-4.
sais pas, j'ai pas regardé combien de temps ça faisait, mais je pense que c'est bon. Alors, je pense que vous avez eu pas assez de temps pour débriefer, vous avez envie de dire plein de choses, mais c'est génial. Allez, on revient au silence. Voilà. Alors, on va prendre, je pense, 2, 3, 4 questions maximum. On est dans une salle un peu particulière où vous avez des micros sur vos tables. Mais il va falloir bien les utiliser. Donc je vous donne les consignes. En gros, vous levez la main. Quand je vous pointe du doigt, eh bien, vous pouvez prendre la parole. Et dans ce cas, vous allumez le bouton rouge qui se situe sur le micro. Vous posez votre question. Très courte, s'il vous plaît. On ne veut pas d'intervention de 4 minutes. Et ensuite, vous éteignez votre micro et vous laissez l'intervenant répondre. OK, c'est bon ? Allez, je vais commencer par la dame qui est devant moi. Bonjour, Anne-Sophie Barnet, Office français de la biodiversité. Une question un peu poil à gratter. Est-ce qu'accorder des droits à la nature, ça signifierait également des devoirs et des obligations pour la nature vis-à-vis des autres humains et non humains? Merci. Donc pour Marine Calmet, j'imagine plutôt. Non, absolument pas. Parce que tout simplement, on peut, comme le droit est une fiction ultra modelable, on en fait un petit peu ce qu'on veut finalement, on pourrait tout à fait dire la nature a des droits sans avoir aucun devoir associé parce que on a déjà créé ce type de modèle pour les enfants par exemple, ou parce que justement ce sont des publics à la fois vulnérables et incapables de répondre de leurs actes, eh bien, on prévoit des régimes différents de responsabilité. Donc rien ne nous empêche de penser à un régime différent pour la nature. Parfait. Allez. Après, je vais faire parler par là. Allez-y, oui. Bonjour, et c'est également une question pour Madame Calmet. En fait, je me demandais comment on peut faire pour représenter les entités, enfin les autres qu'humains, pour décider un peu ce qui est mieux pour eux, sans pour autant faire de l'anthropomorphisme et en fait vraiment arriver à détacher l'humain, alors qu'on ne peut pas vraiment échanger avec les autres humains. Comment savoir si c'est bon pour la nature? Voilà. Comment on peut encore se situer, et voilà, vous avez compris. Encore une fois, dans le livre qui a été publié, on a essayé de montrer justement différents types de gouvernance. C'est ça qui est extraordinaire avec le mouvement des droits de la nature, c'est que émergent dans différents territoires énormément de types de représentations différents selon justement les représentations culturelles, selon les modèles d'organisation locale. Donc par exemple, en Équateur, où les droits de la nature sont reconnus de manière générale, chaque citoyenne, chaque citoyen peut aller devant l'administration ou devant la justice pour faire valoir une menace, voire une violation des droits de la nature. Là où, par exemple, en Nouvelle-Zélande, eh bien, le fleuve Wanganui ou le mont Taranaki, enfin les écosystèmes reconnus comme sujets de droit, ont des tuteurs légaux qui leur sont assignés. Alors, un représentant maori, par exemple, et un représentant de l'État. Et j'en ai parlé rapidement, mais par exemple, sur la Mar Menor, en Espagne, c'est un modèle complètement différent, avec 3 comités. Il y a le comité scientifique, qui dit quels sont les critères scientifiques à atteindre pour pouvoir protéger les droits fondamentaux de la nature, c'est-à-dire garantir en fait ce qu'on appelle son bon état écologique. Rien de nouveau pour nous, puisque c'est un peu aussi ce qui est écrit dans la directive européenne, directive cadre sur l'eau. Puis après, il y a 2 autres comités. Le comité des gardiens, composé majoritairement d'habitants, mais aussi des élus nationaux, et un autre comité de surveillance composé d'élus locaux et de représentation de la société civile. Et donc, en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à chaque territoire, on peut justement se reposer la question de comment on représente correctement les intérêts du milieu de vie avec les humains dedans, mais pour faire émerger justement un autre cadre de pensée qui élargit la focale. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, souvent, vous êtes par exemple dans les commissions locales de l'eau ou dans d'autres instances locales, normalement en charge de protéger la biodiversité ou les cours d'eau, etc., vous vous rendez compte que c'est quand même beaucoup les intérêts humains qui sont représentés, pas beaucoup les intérêts de la nature. Et donc il ne s'agit pas de zapper les humains, il s'agit simplement de ouvrir le champ de réflexion pour nous projeter à l'intérieur de la nature et réenclencher un autre rapport de force à l'intérieur de ces organes de représentation. Merci. Qui a une question pour quelqu'un d'autre que Marine Calmet? Oui, avec la casquette. Il faut parler dans le micro, oui. Excusez-moi.
c'est pratique. Micro. Une question pour Charles Fourmeau. Je me posais la question, qu'est-ce qui se passe en gros quand on découvre qu'il y a eu une espèce protégée qui a été chassée? En gros, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'il faut le dire qu'on a vu quelque chose? Qu'est-ce que les personnes qui ont fait ça, qu'est-ce qu'elles risquent? En gros, comment ça se passe, quoi? Est-ce qu'il faut forcément que ce soit des chasseurs? Est-ce que c'est des gens de la société civile? Je trouve ça un peu flou. Éclairez-nous. Merci beaucoup. Toute personne qui a connaissance d'une infraction à la loi pénale peut le signaler au procureur de la République ou à n'importe quel service d'enquête compétent. Donc en l'occurrence, si vous, vos amis, des gens que vous connaissez avaient connaissance d'une infraction au droit de l'environnement, vous pouvez la signaler à l'Office français de la biodiversité qui va engager des constatations pour voir si l'infraction est caractérisée et démarrer une enquête si on est bien dans les priorités du procureur de la République. Les sanctions en matière de destruction d'espèces protégées sont lourdes. C'est un article du Code de l'environnement qui prévoit jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Et c'est un article qui est un peu au cœur de l'actualité et des questionnements sur la juste place du droit de l'environnement, de la police de l'environnement et du régime de sanctions, et de savoir si les sanctions sont trop ou pas assez dissuasives. Ce sont des peines maximales qui ont été voulues par le législateur. Elles ont été progressivement alourdies de loi en loi, à la fois pour marquer l'intérêt de la société pour la protection de la biodiversité et pour répondre à des problématiques liées notamment aux trafics internationaux, où si on veut être dissuasif vis-à-vis de groupes criminels qu'on évoquait tout à l'heure, il faut avoir des peines importantes. Pour autant, elles sont rarement prononcées, parce qu'elles ont rarement du sens quand vous êtes un acteur, quand vous êtes un individu, vous êtes rarement solvable à hauteur d'une amende de 150 000 €. Et donc ça, c'est l'office de l'institution judiciaire, au regard des constatations effectuées par les services d'enquête, notamment par l'OFB si on est saisi, de trouver la juste peine, la peine qui a le plus de sens. Et moi, j'étais hier et avant-hier en région Bourgogne-Franche-Comté pour rencontrer et soutenir nos équipes. Et mes collègues du service départemental du Jura m'ont parlé d'une affaire, d'un dossier d'un jeune agriculteur en reconversion qui sortait de sa formation agricole et qui avait, en s'installant, c'est un sujet qui paraîtra étrangement familier aux oreilles de Léo, qui a travaillé sur ce sujet, qui avait arraché des haies sur sa parcelle, d'une certaine manière, parce que c'était comme ça qu'on lui avait appris à faire. Il se trouve que ces haies abritaient des espèces protégées. Les faits ont été signalés à l'OFB, qui a enquêté, qui a constaté que non seulement ces haies avaient bien été arrachées, mais qu'elles abritaient bien des espèces protégées. Et pour autant, quelle est la sanction qui a été retenue? Ce n'est pas 3 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, c'est une mesure de réparation du préjudice causé à l'environnement, en l'espèce de replantation de haies. Et on s'est trouvé face à un acteur, un agriculteur, qui était, qui n'en revenait pas d'être passé à côté de ça dans sa formation, et qui, pour replanter la dite haie, a fait intervenir les élèves de la promotion suivante de son lycée agricole, expérience qu'il reconduit maintenant d'année en année. Et vous voyez que ce débat théorique sur la sanction la plus juste, comme de manière générale en matière judiciaire, il a surtout du sens quand il vient s'incarner dans un dossier au regard des faits de l'espèce, au regard de la personne, au regard du préjudice effectivement causé à l'environnement, et que là aussi, la police peut faire beaucoup pour faire évoluer les pratiques et les consciences. Merci. Oui. Bonjour, ce serait une question pour Mathilde Borlaurence par rapport à l'AFD. Je suis là. Donc on parlait de l'importance de peut-être décentrer notre regard, notre rapport à la nature et d'aller voir chez peut-être des peuples autochtones leur manière de voir. Et je me demandais comment fait l'AFD quand vous allez dans des pays, comment vous jugez du bien fondé d'un projet lié à l'environnement. Enfin voilà, sur quelle manière de conceptualiser la nature vous vous basez et comment sont pris en compte ces autres manières de voir justement?
Juger du bien fondé. Juger du bien fondé, les termes m'interpellent. Alors mon point, si je reprends cette formulation, c'est que l'AFD ne met pas en œuvre tout seul, jamais. Donc derrière, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'avoir les bonnes rencontres et effectivement, face à d'immenses demandes, d'immenses besoins, il y a un processus de sélection. Et c'est là où il y a un côté jugé du bien fondé. On a ensuite un processus, en fait, on met en place plein de processus pour vérifier que les acteurs avec lesquels on travaille font effectivement ce sur quoi ils s'engagent, le font dans le respect des populations et de l'environnement, et notamment quand on travaille avec la société civile, ce rôle-là, ce rôle d'intégration, on ne le fait jamais nous en direct, on le fait via des acteurs locaux qui sont soutenus et sélectionnés en ce sens. Donc après, je dirais, c'est une question de bien connaître et travailler avec les acteurs aux différents niveaux. L'AFD, c'est à la fois un financier qui va travailler à des niveaux, sur des gros investissements, des infrastructures, etc., mais qui va avoir la possibilité de travailler avec la société civile, qui fait des appels à projets en ce sens. Et on a un mélange de tout ça. Et donc, c'est grâce à notre connaissance des pays, des territoires, qu'on arrive à trouver des partenaires qui nous convainquent et qui nous permettent de mettre en place ces financements. Toujours insuffisants par ailleurs. Voilà, c'est ça cet enjeu. Donc il y a un mélange entre des rencontres et aussi un caractère d'exigence sur s'assurer qu'effectivement il y a du beau travail qui est réalisé ensuite. Et on a le temps pour une dernière question. Réponse courte, s'il vous plaît. C'est de la triche, hein? Ok, bon, je suis obligée parce que vous avez un super chapeau. courte. Ok, super courte. Ouais, j'avais fait un rêve et puis maintenant je suis un peu stressé parce qu'on m'a proposé d'être ambassadeur ou représentant du vivant dans un conseil d'administration. Puis j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont mis ça en place. Et donc j'aimerais bien, si jamais il y a des gens dans la salle ou ici qui peuvent venir avec moi pour des échanges de pratiques, de meilleures pratiques en fait. Voilà. C'est court hein, comme question. C'était une remarque, merci. Une question, monsieur devant, et ce sera la dernière. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous d'être là. Ce que j'entends, c'est que pour faire avancer vos sujets, il faut une acceptation sociale. Ça veut dire que ce dont vous parlez, c'est une transformation culturelle. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer ce sujet? Et j'aimerais bien notamment entendre Juliette Kef sur le sujet. Oh. Merci, ce sera le mot de conclusion. Effectivement, pour faire changer les esprits, il y a beaucoup de choses à faire, mais ça passe par notamment une meilleure information, puisque ces sujets-là sont encore méconnus, ils sont souvent jugés comme trop complexes, pas assez concrets, trop scientifiques, et éloignés en fait de notre vie quotidienne. Or, ce qu'on essaye de faire à Vert dans ce média sur l'écologie, mais aussi plein d'autres confrères et consoeurs qui font des choses hyper intéressantes, c'est d'essayer de raconter ça avec humanité et avec humour. Et je crois que ça, justement, c'est une manière de transmettre des informations qui parlent aux gens à travers des sujets, des angles de la vie quotidienne. Expliquer pourquoi ça nous concerne directement, en fait, tous ces sujets-là. C'est pas une rivière au fin fond d'une région qui est très éloignée de nous. En fait, c'est notre vie actuelle, collective et individuelle qui en dépend. Donc c'est rappeler ça voilà, à travers des exemples concrets, à travers des incarnations, des personnages comme Marine et d'autres gens qui portent ces projets-là, montrer qu'il y a des vrais gens qui sont engagés et montrer les solutions. En tout cas, c'est ce qu'on a choisi de faire à Vert. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence et à très bientôt. Au revoir.